Bonsoir, bienvenue à Caverne Pont d'Arc pour le deuxième podcast de cyclingpro.net concernant le Tour de France. Au soir d'une étape contre la montre, la première du Tour de France 2016, gagnée de façon très normale d'ailleurs par Tom Dumoulin, qui est sans doute le meilleur rouleur du monde aujourd'hui, et qui devient le grand favori du contre-la-montre olympique à Rio dans un mois. Il a devancé Chris Froome de 1 minute et le champion du Portugal de la spécialité Nelson Oliveira de 1 minute 31. Notre invité Philippe Court du journal Le Dauphiné Libéré m'en voudrait de ne pas citer la 4e place de son local Jérôme Coppel. Il est vrai, une très belle performance du Savoyard à 1 minute 35. Au classement général, Chris Froome possède 1 minute 47 d'avance sur l'étonnant Bauke Mollema, 2 minutes 45 sur Adam Yates et déjà 3 minutes d'avance sur Quintana. Il est vrai que les Alpes sont devant nous. Messieurs, bonsoir. Outre Philippe Court, il y a Julien Prétot de l'agence Reuters et Antoine Plouvin de cyclingpro.net et puis moi, Gilles Leroc de cyclingpro.net également. Messieurs, forcément, on va être obligé de commencer par l'événement et l'actualité du jour. À la suite du terrible attentat de Nice sur la promenade des Anglais, est-ce qu'il était préférable, selon vous, que le Tour continue, Julien ? Bon, je sais pas trop. Ce matin, je m'étais dit que c'était peut-être pas la peine de courir cette étape. Et puis finalement, vu le déroulement de la journée, c'était peut-être la bonne chose à faire. Ça a été fait dans la sobriété, dans la dignité, comme l'avait demandé Christian Prudhomme. Voilà, écoutez, la course continue. De toute façon, la course ne pouvait pas s'arrêter. Je veux dire, c'est pas un événement d'une journée. La course, elle se finit le 24 à Paris. Donc, si on annule l'étape, pour qu'on n'annulerait pas toute la course. Donc, finalement, je pense que oui, il fallait la courir cette étape. Philippe Court. Moi, je suis assez d'accord, parce que je pense qu'on n'arrête pas le Tour de France. C'est l'événement, c'est terrible, c'est dramatique, évidemment. On a tous été choqués hier soir et encore ce matin en voyant les images. Maintenant, il me semble que c'est à travers la Flandre qui s'est couru au lendemain des attentats à Bruxelles. Je ne sais pas si le sport vraiment a repris ses droits, mais il était important peut-être que la journée se déroule quand même relativement normalement, même s'il n'y avait plus de sourires, même s'il n'y avait plus de musique. On va dire que le sport quand même a existé. Il y a eu une course avec des résultats. Mais je comprends tout à fait la position de Chris Froome ce soir, qui n'a pas souhaité commenter sa performance, mais juste être, on va dire, dans l'empathie avec les familles des victimes et de tous ceux qui ont été touchés par ce drame. Antoine ? Oui, je partage l'avis de Julien et de Philippe. Il y a eu un événement dramatique, c'est vrai, mais la vie doit continuer aussi, et c'est aussi un moyen de montrer que le Tour de France, de toute façon, il est vulnérable tous les jours, et c'est un moyen de montrer qu'il ne faut pas avoir peur et que la course doit continuer, parce que, comme le dit Julien, si on arrête aujourd'hui, on peut aussi arrêter tous les jours. Je vais vous dire, je suis très fier, moi, ce soir, de travailler dans un monde qu'est le cyclisme depuis 30 ans, puisque j'ai bien entendu les déclarations de Tom Dumoulin, très digne, de Chris Froome, Philippe en parlait, de Romain Bardet, et en général de tous les coureurs. Et j'ai trouvé qu'ils étaient à la fois dignes, intelligents, qu'ils savaient trouver les mots, et que c'est le moyen pour moi de dire ce soir que ces gars-là sont des mecs bien. Voilà. Alors oui, la course a eu lieu, et je pense qu'effectivement, il fallait qu'elle se déroule. Comme l'a dit Tom Dumoulin, ce ne sont pas aux terroristes de nous dire ce qu'on doit faire. Tom Dumoulin, justement. Alors c'est formidable parce que pour ceux qui l'ont côtoyé dans la dernière Vuelta, il faut rappeler quand même qu'il a perdu le Tour d'Espagne l'avant-dernier jour, victime d'une très belle stratégie, certes, de l'équipe Astana, mais franchement, on avait été triste pour lui parce qu'il avait été formidable pendant toutes les 3 semaines de la Vuelta. C'est quand même assez incroyable de le voir gagner aujourd'hui un contre-la-montre 4 jours après avoir gagné l'étape des Pyrénées, très dure à Arcalis. Est-ce que selon toi, Philippe, c'est l'émergence d'un très grand talent et d'un possible vainqueur de Tour de France ? Alors pour le moment, je pense que c'est difficile à dire. Il en a le profil. Déjà, rouleur de classe mondiale, ça fait en général un grand coureur du Tour. Il a maigri, perdu beaucoup de poids. Il est capable de grimper. Après, il va falloir qu'il mette les choses dans le bon sens, sans doute, pour aborder ce genre d'épreuve avec, dans la peau, en tout cas, d'un candidat au classement final. Mais avec ce qu'il a fait l'année dernière sur la Vuelta, ce qu'il démontre là sur le Tour de France, qu'il a abordé uniquement en préparation pour les Jeux Olympiques, il démontre qu'il a effectivement la carrure et le potentiel d'un coureur appelé à jouer au moins le podium peut-être du Tour de France dans les années à venir. En précisant que c'est un type très sympathique et très respectueux des gens à qui il parle. Antoine, ce qui est drôle dans ce contre-la-montre, c'est qu'effectivement les 5 premiers sont 5 rouleurs. Dans l'ordre Dumoulin, Froome qui est un coureur complet mais qui est un rouleur,
Oliveira, Coppel et Denis. Et qu'en revanche, ceux qui dominaient cette discipline depuis très longtemps, à savoir Cancellara et Tony Martin, sont totalement absents. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que Dumoulin a pris le pouvoir sur les rouleurs ? Alors c'est vrai que on le constate un peu depuis le début de l'année, hein, Tony Martin, même Fabian Cancellara, s'il a gagné quelques chronos, ils sont un peu en retrait. Et face à ça, Tom Dumoulin, il arrive bien, il a préparé les JO, hein, il l'a dit clairement, il avait dit au Giro, j'ai pas fait de stage en altitude, je voulais pas m'entraîner pour un grand tour, parce que je veux les JO cette année, c'est son grand objectif. Lui, il l'a préparé très bien, alors peut-être aussi on verra qu'il a fait une erreur, qu'il est prêt trop tôt, et que finalement Tony Martin et Cancellara seront prêts eux à l'heure. C'est pas mon avis, moi je pense qu'il arrive vraiment bien pour les JO. Oui. Après, par rapport à la question sur le Tour de France, clairement, sa palette de caractéristiques s'élargit. On l'a vu en montagne. Pareil, la Vuelta l'an passé, il avait le maillot jusqu'à l'avant-dernier jour, sachant qu'il n'était pas parti pour le général. Hein. Je me souviens très bien. Il avait dit au début, je sais pas, j'aimerais bien jouer le général, mais on n'était pas là pour ça. Christian Gueberto, qui était alors son directeur sportif, il a dit on n'est pas là pour ça du tout, on n'a pas l'équipe pour l'accompagner et tout. Il avait été impressionnant. Moi, je pense qu'effectivement, on peut le voir dans les années à venir. Je ne sais pas si c'est le Tour de France qui lui convient le mieux, parce qu'on sait qu'il aime bien les arrivées explosives. On l'a vu à la Vuelta, mais on peut le voir sur gagner un grand tour. Moi, je le vois très bien comme ça. Julien. Oui, il a évidemment le moteur, les facultés pour gagner un grand tour. Bon, après, il faudra voir. Hein, s'il gère la pression, voilà, c'est quand même pas la même chose d'arriver sur un grand tour pour le gagner que d'arriver sur un grand tour pour se dire tiens, je vais peut-être le gagner. Voilà, mais oui, le moteur il l'a évidemment, et puis bon, il a la classe, en plus il a une gueule, ça nous ferait du bien qu'il gagne un grand tour effectivement. Quant au chrono, oui, je pense qu'effectivement il est en train de prendre le pouvoir. En tout cas, de toute façon, quand Cancellara s'en va en fin d'année, et c'est, on va dire, bon débarras, parce que c'est pas un mec bien. Tony Martin, il est encore là quand même. Hein. La Rougillon, on verra. Je sais pas, peut-être qu'il est prêt trop tôt, mais il est extrêmement lucide. Tom Dumoulin, il l'a dit. Voilà, il faut que je gère mon effort. Maintenant, je vais choisir mes jours. Il faut que je tienne cette forme jusqu'au JO. Il fait pas n'importe quoi. Il a planifié ses efforts. La victoire d'Arcalis, derrière, il a bien levé le pied. Il était prêt aujourd'hui. Bon, c'est un gars très intelligent, donc ouais, je pense qu'il fait pas n'importe quoi. On ne va pas pouvoir aborder tous les sujets ce soir, il y en aurait beaucoup. On pourrait parler de Thibaut Pinot qui a abandonné et dont le directeur sportif Yvon Madio est très inquiet parce qu'il le trouve vraiment anormalement fatigué. Espérons pour lui que ce ne soit qu'une bronchite. Il aura les résultats de ses examens demain. On pourrait parler de Peter Sagan qui a illuminé le Tour dans cette deuxième semaine, notamment dans l'étape de Montpellier. Mais on va devoir parler bien entendu de Froome, du maillot jaune, de la controverse du maillot jaune au Mont Ventoux et de la solidité finalement du maillot jaune ici à Caverne-Pont d'Arc. Le Ventoux, c'est quand même hallucinant ce qui s'est passé. Antoine, est-ce qu'il était logique de maintenir le maillot jaune sur les épaules de Chris Froome hier, sans tenir compte de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Oui, pour moi c'était normal, c'est ma façon de penser. Moi c'est pareil, en football par exemple je suis pour l'arbitrage vidéo, je suis pour tout ce qui fait que l'équité, les résultats reflètent le plus possible l'équité sportive, la justice sportive. Et pour moi, Froome a attaqué, il était devant, il a été arrêté tout comme Porte par un incident qui n'était vraiment pas du de son fait, qui n'était pas non plus de la fatalité parce que c'est le comportement de certaines personnes qui a fait ça. Après, certains disent que dans le vélo, ça s'appelle un fait de course et que normalement, un fait de course, c'est un fait de course. Donc, on ne change pas le classement. C'est comme ça, c'est arrêté, c'est la faute à personne, entre guillemets. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il était devant. C'est normal que son temps à l'arrivée reflète sa performance. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, c'est vrai que les spectateurs qui ne pouvaient pas rester dans la deuxième partie du Ventoux se sont tous décalés vers la course, donc vers le Charlet-Reynard. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de foule, malgré tout on a vu plein de choses qui nous surprennent et qui malgré tout se répètent dans la course cycliste depuis le début de l'année, à savoir la présence des motos qui sont bien trop proches de l'échelon course, l'absence de motards de la garde républicaine. Souvenez-vous du Tour 64 pour ceux qui sont vieux comme moi, mais quand on revoit l'image de Anctil et Poulidor, devant il y a 3 gardes républicains et personne qui ne peut empêcher que le duel n'ait lieu. Enfin voilà, est-ce que Philippe, selon vous, c'est la conséquence de l'absence de pouvoir dans ce sport, de l'absence de décision prise en dépit de tout ce qui s'est passé en termes de sécurité cette année? Est-ce que ASO a été à la hauteur? Est-ce que finalement on aurait pu éviter ça?
On peut toujours éviter ça. Là, il y a une faute d'organisation, à mon avis, c'est de ne pas avoir mesuré justement la décision d'abaisser l'arrivée au Chalet Reynard. Il y avait un afflux de public qui était impossible à contrôler et rien n'a été fait dans ce sens-là. Alors il y avait du vent, ils n'ont pas pu barriérer comme ils voulaient. Dans ce cas-là, il fallait renforcer la sécurité des coureurs avec des motos plus proches d'eux, quitte à ce que la moto de la télé soit un peu plus loin, ou enfin trouver des solutions. Ils sont là pour ça. Après, l'histoire des motos cette année, on en parle beaucoup cette année, mais Poulidor était tombé à cause d'une moto, il me semble, dans le tour, peut-être le seul tour qu'il devait gagner en 68. On a vu des coureurs tomber à cause de motos dans beaucoup de courses, dans toute l'histoire du cyclisme. Alors effectivement, le fait de course, c'est important. Là, il y a un jugement moral qui est appliqué à Froome, parce qu'on ne veut pas lui voir perdre du temps sur un fait de course. S'il y avait seulement Mollema à terre, est-ce qu'on aurait appliqué la même règle? J'en suis pas certain. Donc effectivement, il y a peut-être une règle pour les puissants et une règle pour les moins puissants. Après, l'UCI, de toute façon, est totalement absent du débat, une fois de plus, comme sur tous les sujets majeurs du cyclisme, ce qui est quand même un paradoxe absolu. Il va falloir quand même se poser assez vite les bonnes questions, puisque là, l'incident pose un problème au niveau du déroulement de la course, mais il n'y a pas de blessure grave. On a vu cette année que malheureusement, ce n'était pas toujours le cas. Alors je pense pour ma part que c'est un sport totalement amateur qui a rappelé simplement hier qu'il est un sport amateur puisqu'il est soumis à l'interprétation des règlements et non pas aux règlements eux-mêmes. Julien, est-ce que vous pensez vous aussi que c'est un peu deux poids, deux mesures? Moi j'ai le souvenir, ok, les circonstances étaient différentes, mais l'an dernier dans le Tour de France, dans l'étape des Lacets de Montvernier gagnée par Romain Bardet, Fuglsang qui était à la lutte pour s'échapper avec lui, a été renversé par une moto et s'est retrouvé à terre. Que je sache, il n'a pas été reclassé. Or, le règlement existait déjà sur de possibles faits de course, en l'occurrence. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette décision a été prise parce que c'était Froome? Alors, je pense pas que la décision ait été prise parce que c'était Froome. Je pense que la décision a été prise parce qu'il y a eu une erreur d'organisation sur l'étape et qu'on ne voulait pas ajouter une polémique à la polémique. On se dit voilà, on va nettoyer ça, machin a fini avec truc, ils finissent ensemble dans le même temps. Derrière ça a été pareil, hein, Quintana a fini dans le même temps que Yates alors que non. Voilà, mais ça c'est la conséquence aussi d'un sport où finalement on a pris le règlement, on l'a posé sur une étagère et puis en fonction des circonstances, alors il y a toujours des circonstances exceptionnelles, mais enfin c'est ce qui fait, moi je suis pas du tout d'accord avec Antoine, c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est la dramaturgie, c'est je sais pas moi, c'est la moto qui te renverse, c'est la chute bête, c'est ça qui fait la beauté du sport, parce que sinon si on s'en tient à la performance pure, aux qualités physiques, Froome a gagné le tour, hein, ça y est, voilà, c'est déjà quasiment le cas, mais pourquoi on reste encore sur le tour? Parce qu'il reste 10 jours pour que Froome tombe, pour qu'une moto le mette à terre, pour que, j'en sais rien, moi, une grosse défaillance, voilà. Et les règlements qui ne sont pas appliqués, hier, je suis désolé, Haru, 14 bisons collés en 6 minutes, il passe du temps derrière la voiture, derrière sa bagnole, après avoir changé de vélo pour la 3e fois, les commissaires qui disent, je crois que c'est Fofonov qui était au volant, ils lui disent de dégager, il continue, rien à foutre, et finalement 50 francs suisses d'amende. Bon tout va bien, voilà, donc salut. Il y a des gens qui nous ont remarquablement accueillis aujourd'hui à Vallon-Pont d'Arc qui s'en vont, on les salue. Mais voilà, alors après, je ne pense pas que ce soit un scandale que Froome ait été crédité du temps de Mollema et de Porte, mais j'aurais pas pris cette décision. Et je trouve que cette décision a été prise pour les mauvaises raisons surtout. Alors je dois préciser que là, pour le coup, on va vous parler de notre cuisine. Moi, ce qui m'a scandalisé, c'est l'absence de communication. C'est-à-dire que, certes, il a fallu que les commissaires parlent, sans doute avec Christian Prudhomme, sans doute avec Del Brailsford qui a dû leur mettre une jolie pression. Mais sachez une chose, c'est que si Christian Prudhomme a parlé avec Nicolas Jay, qui est quand même pas non plus notre messie, à la télévision, on ne nous a parlé qu'à 20h30. Voilà. C'est-à-dire que les journalistes, en l'occurrence, on leur demande on leur demande les faits, rien que les faits, mais on leur a laissé interpréter et dire tout ce qu'ils pouvaient dire pendant 2 heures. Dans ce cas-là, que les organisateurs des courses cyclistes, que les patrons d'équipe ne se plaignent pas du traitement qui est le leur. Ils méritent que ça. Ce sont des amateurs. Philippe, vous voulez conclure sur le sujet ? Conclure, je sais pas, mais en tout cas, je suis effectivement choqué de l'attitude des organisateurs hier soir
qui ne sont jamais passés à la salle de presse pour communiquer avec nous, juste se mettre face à nous, répondre aux questions. Les rumeurs les plus folles ont couru. On entendait dire une demi-heure après que Froome s'était fait voler son vélo, c'est pour ça qu'il était reparti à pied. Enfin, donc on a entendu tout et n'importe quoi, et on nous demande nous de faire le tri là-dedans et d'être les plus justes possibles, alors qu'on ne nous donne pas l'accès justement aux informations les plus basiques. Donc je regrette effectivement cette attitude. On a l'impression qu'ils communiquent beaucoup avec les gens de télé, beaucoup moins avec les gens de presse écrite. Et je précise que Cycling ProNet, Antoine, vous qui l'avez créé, est encore un média de presse écrite, un new media comme on dit sur votre accréditation. Est-ce que vous qui étiez là-haut, au Mont Ventoux, est-ce que vous avez saisi à un moment donné que la situation échappait complètement au pouvoir sportif, voire à ASO ? On a saisi que la situation était exceptionnelle. Déjà, quand on n'avait pas de télé en haut, il n'y avait pas d'écran géant, rien du tout. C'était vraiment une arrivée improvisée. Bien improvisée, hein, parce que c'est très très compliqué. Et pour ASO, quand on attend que Chris Froome est en train de courir, quand on l'entend sur Radio Tour, le speaker qui dit ça, on se dit que c'est exceptionnel. Après, ça a été vraiment exceptionnel parce que, oui, il n'y a pas eu de podium. On sentait tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il n'y a pas eu de podium. Les derniers sont arrivés. On a même commencé l'évacuation des équipes. Pas de podium, j'ai jamais vu. Il y avait une atmosphère vraiment incroyable. Il y avait une atmosphère de confusion. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait juste l'effet qui était que cette arrivée n'était pas prévue. Donc déjà, cette atmosphère a été particulière au début. Même avant qu'il se passe quelque chose, c'était un peu la confusion. Et ça a ajouté. Donc je pense qu'à l'arrivée, il y a eu pour l'organisateur, il y a eu pour l'UCI très longue discussion, je pense. Et on ne savait pas quoi faire. Je vais revenir sur ce qu'a dit Julien par rapport au fait de course. C'était peut-être Philippe aussi qui parlait de Mollema. Si ça avait été Mollema, est-ce qu'on aurait appliqué la même décision ? Je pense que non, effectivement, on l'aurait sans doute pas fait. Mais en même temps, c'est pas mal si ça fait jurisprudence pour moi. C'est impossible de parler de cet événement-là sans rappeler ce qu'a fait Froome depuis le début du Tour. Parce que certes, il n'a pas beaucoup de fans et j'en suis pas un, mais malgré tout, c'est le seul qui aujourd'hui, parmi ceux qui luttent pour le classement général, c'est le seul qui est attaqué. Il a pris 13 secondes dans Persourde dans la descente, il a pris 12 secondes grâce à Sagan, mais il était là quand même, il a bien réagi à Montpellier. Et hier, il ne faut quand même pas oublier qu'il avait attaqué et qu'il était en train de distancer encore de quelques secondes Quintana. C'est pour ça que les sifflets du public, autant l'an dernier, peut-être les avait-il mérités, mais cette année, c'est sûr que non. Parlons de Quintana pour conclure. C'est quand même la grande esbrouffe de ce début du Tour. Hein. Pour le coup, il est nulle part. Et quand il attaque dans le Ventoux, c'est 2 pétards mouillés. Alors certes, c'était le 14 juillet, mais enfin, c'est peut-être pas une raison. Est-ce qu'il peut, selon vous, Philippe, retourner la situation et la tendance surtout, qui fait de lui déjà un joli deuxième ? Alors effectivement, c'est une déception. Je pense que les sifflets devraient lui être adressés parce que à aucun moment il enchante la course. Alors justement, on attendait de lui, grimpeur colombien, avec cette espèce de visage typiquement inca. On attendait de lui des merveilles. Et pour le moment, dans le Tour, il nous a quand même rarement passionnés. L'année dernière, il avait peut-être moyen de faire vaciller Froome, il l'a fait trop tardivement. Alors cette année, il va se retrouver au pied des Alpes avec exactement le même écart, je crois, 10 secondes près que l'an dernier, où il avait connu quand même des misères en Zélande et tout ça. Là, c'est juste parce que, petit 1, il ne sait pas courir. Quand il a l'occasion de bien courir, il ne bouge pas. Et quand il bouge, il n'a pas les jambes. Donc ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup à la fois. Je pense que lui, il va miser sur cette dernière semaine dans les Alpes, où il peut effectivement réussir des choses assez extraordinaires. Ils veulent jouer en duo avec Valverde, ça ne fonctionnera jamais. Il va peut-être faire quelque chose dans les Alpes, mais il faudrait qu'il retrouve une condition bien plus acceptable que celle qu'il a aujourd'hui, quoi. Julien, est-ce que vous êtes de ceux qui allaient dire « Vamos » à Quintana ? Non, parce que franchement, il m'emmerde. Et je pense qu'il emmerde tout le monde. Et en plus, il parle. Il raconte. Ça fait 2-3 jours qu'il critique les organisateurs parce qu'il y avait du vent sur une étape qui allait à Montpellier. Franchement, comme si on le savait pas. Pour lui, c'était trop dangereux. Alors, je pense que les organisateurs auraient dû arrêter le vent ou annuler l'étape. Enfin bon, c'est ridicule. Derrière, hier, il voulait aller en haut du Ventoux. Je pense qu'il se sera envolé, on ne l'aurait jamais retrouvé. Et puis à l'allure où il allait, franchement, il a pas les jambes, il a surtout pas la tête. Je ne sais pas pourquoi il attend la dernière semaine. Il va se faire massacrer par Froome. Et Gilles, tu disais que ça allait faire un joli deuxième. Je suis pas sûr qu'il finisse deuxième dans ces conditions-là. Même s'il y a peut-être pas grand monde derrière, mais enfin Mollema, il n'est pas encore passé par la fenêtre, donc.
On va voir. Mais Quintana, non, j'y crois pas du tout. Et je suis bien content de pas y croire parce que ça va pas. D'après toi, Antoine, est-ce que Quintana est au même niveau que l'an dernier? Est-ce qu'il a les moyens encore d'inverser la tendance? Est-ce qu'il est de nouveau totalement vampirisé dans son équipe par Valverde, qui est tout prêt et qui, à mon avis, n'a qu'une envie, c'est de finir devant lui? Est-ce qu'on peut croire en lui encore ou pas? On peut croire encore à des coups d'éclat, mais Julien l'a dit, son problème, peut-être pas tant les jambes que ça, mais c'est vraiment la tête. Hein. C'est incroyable dans la tête. Cette réaction par rapport au vent dans l'étape de Montpellier. Et puis pareil, après, il a dit qu'il voulait monter au haut du Ventoux, mais hier, il a dit aussi que c'était pas des conditions acceptables. Bon, alors que, bon, à part le public, jusqu'à où ils sont montés, c'était pas si dramatique que ça au niveau du vent. Lui, c'est vraiment dans la tête. Je veux dire, il perd patience, il s'énerve tout seul. Après, c'est sa façon de courir. Il a toujours fait des coups d'éclat dans la troisième semaine. Hein. Le Giro qu'il a gagné, il était prêt à l'abandonner juste avant de le gagner. Hein. Maintenant, le problème, c'est qu'il a 3 minutes. 3 minutes. Moi, je pensais qu'il avait évolué cette année. C'est pour ça que j'en avais fait mon favori. Je pensais qu'il était plus mature, mais là, je le sens vraiment à cran. Je sens que ces 3 minutes, elles vont encore lui faire peur. Et peut-être qu'il aura les jambes à la fin, mais peut-être qu'il aura encore une fois pas la tête. Enfin, moi, je le sens comme ça. Bien, messieurs, on a essayé d'éclairer un petit peu une situation parfois trouble dans ce Tour de France, dont il faut rappeler qu'il est un Tour de France en année 6, donc forcément pas tout à fait comme les autres. On se retrouvera, si vous voulez bien, à Berne pendant le jour de repos, où Julien Préto notamment pourra nous dire tout le mal qu'il veut de Cancellara. Merci de nous avoir entendus et à bientôt.